Et on poursuit nos rendez-vous avec une nouvelle invitée au plateau ici en ce début d'après-midi. On retrouve Camille Etienne, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur nos stations ici sur cet espace radio et sur ce rendez-vous de la transition écologique. Vous allez assurer une conférence d'ici quelques minutes, ce sera tout à l'heure à 14h. Oui, c'est même sûr, je crois. Il faut être préparé à ce rendez-vous. C'est à 14h à l'espace conférence. On te retrouve ici en vue d'annoncer aussi ce rendez-vous pour discuter autour de cet ouvrage, pour un soulèvement écologique dépasser notre impuissance collective. C'est ton premier livre. Absolument. Après quelques autres expériences artistiques, notamment, alors moi je t'ai découvert ainsi, avec cette vidéo qui a largement circulé et qui a été très popularisée il y a 3 ans de cela. Ouais. On était dans un autre monde, une autre période, celle de la pandémie. C'était Réveillons-nous avec le collectif Avant l'orage, une vidéo qui a eu un succès international, on peut le dire. 15 millions de vues, toutes plateformes confondues, traduites dans toutes les langues ou presque, espagnol, anglais, allemand, portugais, 4 autres vidéos depuis, puis ce premier livre. Alors juste, parce que je me souviens de cette vidéo qui en 10 minutes, comme ça, avait l'intention de poser les constats et de proposer les solutions en dansant. Je me dis 3 ans plus tard, parce qu'il y avait cette idée aussi d'un sursaut finalement. Le monde s'arrêtait. Alors tout à l'heure on évoquait l'an 01 de GB Doyon. Ça me renvoie aussi un peu à cette question qui était on arrête, la course est freinée non-stop. On se pose, on réfléchit et on envisage la suite avec l'intention aussi d'entamer et d'engager un virage. Je dirais 3 ans après. Quelle appréciation tu as de la chose? Non, moi je pense qu'on est beaucoup à s'être rendu à avoir eu la naïveté, mais qui était jolie, je trouve, et qui a créé beaucoup de se dire que ce moment du fameux monde d'après, qu'il allait advenir de lui-même, et que quelque part, voilà, c'était l'étape logique, que c'était impossible qu'on oublie. Sauf que malheureusement, on se rend compte que on s'habitue à l'horreur. L'humain s'habitue à tout. On s'habitue aux guerres, on s'habitue aux atrocités, et particulièrement dans un monde de surinformation, de surdivertissement, on oublie très vite et on a une capacité à s'accommoder avec ce qui est pour autant impensable. Donc on a vu qu'une fois qu'on est revenu du Covid, la priorité a été donnée aussi par nos décideurs à remettre l'économie en ordre de bataille, à rattraper toutes les émissions de CO2 qu'on n'avait pas pu émettre pendant ce temps. Et donc voilà, on est tous tombés un peu en gueule de bois de cette fameuse... de ce fameux monde d'après qui n'était pas là. Et ce que j'ai trouvé par contre intéressant, c'est de réaliser que c'est de faire le deuil de ce grand soir en disant il ne va pas se passer ce grand moment, ce grand sursaut, en fait il est déjà là partout, là où on pose notre regard avec un peu plus de justesse. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait déjà plein d'autres manières de faire l'agriculture, plein d'autres gens qui s'organisaient autrement, qui vivaient différemment leur territoire, etc., etc. Donc pour moi, je dirais 3 ans après, c'est plutôt l'idée de se dire oui, ça existe, ça s'est passé, mais c'est déjà passé partout et ça se passe sous nos yeux là maintenant. Il suffit d'aller chercher ces endroits-là et d'aller se battre pour eux pour qu'ils adviennent aussi à une échelle un peu plus structurelle. Au-delà du constat général, j'ai envie de poser la question presque plus personnelle, mais sans indiscrétion, enfin je vais tenter, parce qu'à cette époque-là, tu réalises un master d'économie et Sciences Po à Paris et tu décides justement de faire une pause, d'arrêter une année de césure pour t'atteler à ce travail d'information, de sensibilisation, de militantisme même. Je dirais aujourd'hui, 3 ans après justement, quel est un petit peu ton projet aussi peut-être plus personnel, voire professionnel? De retourner faire des études, c'est fou, mais ça me manque. Non, j'ai fait une année de pause, après j'ai repris mon master, je l'ai fini. C'était intense, on va dire. Parce que parce que c'était pas ce que j'aimais, j'ai toujours été fascinée des études et très curieuse de tout ça, des sciences sociales. Et en fait, je trouve que justement, on n'a pas une approche assez proche des sciences sociales. Du problème, on voit ça comme un tableau Excel où il s'agirait de décarboner nos vies, et donc il faudrait juste tout faire pareil, mais en décarboné, en neutre, alors qu'on ne pose jamais la question de la finalité. Et c'est ça, les sciences sociales, la sociologie, l'histoire, la philo, que j'adore, c'est l'idée de dire, très bien, on a de l'énergie propre, mais pourquoi elle va servir à quoi cette énergie? Et c'est Aurélien Barraud qui dit, si on a un bulldozer qui va arracher tous nos vergers, mais qui fonctionne à énergie verte, est-ce que c'est vraiment mieux? Si on a une arme mais qui est faite de manière recyclable, est-ce que vraiment c'est quelque chose de souhaitable? Et donc je crois qu'on manque vraiment de sciences sociales qui arrivent à avoir ce regard sur la question écologique.
Et donc j'ai encore envie d'apprendre plein de choses, d'aller regarder dans les philosophes, d'aller regarder dans l'histoire, tout ça. Et j'aimerais bien repartir l'année prochaine. Mais je fais comme, vous savez, quand il faut dire quelque chose pour que, après comme ça, si on oublie et qu'on essaie de... Les gens nous disent, alors, où est-ce que tu en es de ce master que tu veux faire à Oxford? Donc je m'auto-piège là. Donc je suis en train de candidater à tout moment, je vais juste jamais être prise, ce serait ridicule. Mais j'aimerais bien reprendre un an un peu loin de tout ça aussi pour avoir le temps long de la réflexion, en fait, qu'on n'a pas quand on est dans l'urgence de l'action. Le temps de la réflexion, le temps de la maturation ou de la maturité aussi quelque part. On évoquait ce matin en table ronde les low-tech, la façon de s'outiller aussi pour s'armer finalement, pour faire tourner le monde autrement. Tu évoques les sciences humaines et sociales, c'est aussi un outil intellectuel important. Totalement. Pour aussi la compréhension du monde, mais pouvoir aussi interférer, agir également sur le monde. Bien sûr, en fait, de regarder aussi comment s'organise. C'est pour ça que j'ai étudié l'économie, alors que c'était pas du tout ce qui m'intéressait à l'origine. C'était de se dire comment est-ce qu'ils fonctionnent, ceux qui prennent les décisions sans nous et pour nous. Donc si on n'est pas capable de comprendre leur langage, si ce n'est de le parler, de le comprendre, je crois que c'est important aussi parfois d'avoir accès à ça et de se dire ok, là c'est parce que on travaille sur les fonds marins par exemple, on s'est tapé toute la lecture de la Convention de la mer où je comprenais rien, mais en fait quand on fait l'effort d'aller dans le texte et de voir et de se confronter vraiment à concrètement ce qui se passe, quels sont les plafonds de verre, où sont les verrous, c'est plus facile de les faire sauter avec pertinence par ailleurs. L'outil intellectuel ou l'outil artistique, comment tu le mesures toi aujourd'hui, parce que ça passe par différents canaux. Tu as réalisé une vidéo, tu réalises des conférences, tu publies un ouvrage aujourd'hui. Comment tu apprécies l'impact aussi de cette démarche-là, parce que tu es dans une position quelque part de rapport de force et de contre-pouvoir. Tu as fait le choix aussi de la médiatisation pour informer, sensibiliser. Comment tu l'apprécies 3 ans après cet exercice-là qui est loin d'être des plus évidents? Je pense que je me pose jamais cette question de l'impact, parce que justement pour moi, je vois pas ça comme encore une fois comme on pourrait avoir dans une entreprise où on a notre bilan comptable à la fin et il faut que ça marche et on dit telle action a eu telle conséquence, parce qu'on est dans un monde justement social, c'est-à-dire que à chaque fois que je fais quelque chose qui a l'air individuel, c'est que je fais un choix ou que je fais un non-choix, ça impacte le monde de manière infinitésimale, ça va amener le monde dans une autre direction. Par exemple, quand je décide de boycotter, on peut se dire c'est un geste éminemment individuel, voilà, et en plus c'est un non-geste, c'est juste un non-achat. En fait, de manière coordonnée, ce que ça peut créer collectivement, c'est dingue. Donc, c'est ce qui m'intéresse, c'est de brouiller un peu ces pistes-là. Et donc, quand on est de cette perspective-là, on se rend compte que c'est pas qu'est-ce qui a marché. On fait pas les choses forcément toujours parce qu'elles marchent ou parce qu'elles vont marcher, mais parce qu'elles sont justes. Donc, quand on se positionne du côté de ce qui nous semble juste, du côté de ce qui est droit, du côté de ce qui est moral, du côté d'être digne, en fait, juste de la dignité, c'est vraiment le mot. C'est de donner un peu plus de dignité à notre espèce. Donc quelque part, je me dis jamais, tiens, est-ce que ce que je fais a de l'impact? Alors oui, il y a des gens qui viennent nous dire, grâce à tel livre, telle phrase, tel machin, j'ai changé de job, maintenant je suis devenu agriculteur. Et en fait, là, ça fait du bien à l'ego, mais tu sais que c'est pas vrai, parce que c'est juste que tu as été le dernier moment de tout un chapiteau et que tu as été le dernier pion qui a créé la bascule. Mais par ailleurs, à l'inverse, ceux qui sont très réfractaires à un moment donné et tu te dis, là, ça n'a servi à rien, et peut-être que, par exemple, très concrètement, on se bat sur une autoroute entre Toulouse et Castres. Peut-être que cette autoroute va avoir lieu, mais n'empêche que, donc on pourrait dire que ça n'a pas marché, mais peut-être que c'est parce qu'on est au début du chapiteau, mais que les prochaines autoroutes, avant d'y aller, ils vont quand même réfléchir à 2 fois quand ils voient le bazar que c'est, quand ils voient le nombre d'argent que ça coûte, de retard de travaux, de machin, de gestion de gens qui bouffent plus en France pendant 1 mois. Ils vont un peu se dire, ok. Donc c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas du tout se positionner de ce côté de, justement, un peu mathématique, très des sciences dures, seulement c'est un impact, est-ce que ça marche là tout de suite maintenant? Bien sûr que c'est important, mais les choses importantes prennent parfois du temps, et donc peut-être qu'on est juste en train de positionner les jalons de ce qui se passe après. Oui, mais il y a quand même cette intention et cet objectif-là. On veut infléchir aussi sur les décisions. Bien il y a sûr. Aussi déjà de répandre, sans coloniser les esprits, mais en tout cas faire en sorte que ça se sache, que l'on connaisse, que l'on comprenne. Et donc tu interviens tout de même à ce niveau-là. La médiatisation, elle est là aussi quelque part
pour tenter d'être présent et d'alerter, mais d'agir, ce que tu fais déjà. Désobéissance civile était ton intervention là en octobre sur la 69, pour exemple, mais sur d'autres actions encore passées. Tu as porté plainte également, par exemple, même au niveau politique, auprès de l'instance, l'autorité politique même représentée ou représentante, ce qui n'a pas fonctionné d'ailleurs. Pas du tout, mais on continue, on essaye, c'est pas grave. L'idée c'est, il y a le droit, c'est un peu on sait jamais vraiment comment ça va finir, et puis parfois ça nous échappe. Il y a des super belles décisions qui sont prises, et on le voit en fait là, que ce soit la non-dissolution des soulèvements de la terre, ça a été prononcé par le Conseil d'État, que ce soit il y a 15 mégabassines qui ont été invalidées. Il y a des luttes locales où en fait depuis des années des habitants se battent, et en fait c'est à un moment donné la justice dit, là il y avait en Alsace il y avait les stocks à mines qui étaient des stocks de des tonnes et des tonnes de substances chimiques qui étaient stockées, qui devaient être enfouies juste à côté d'une nappe phréatique, avec un risque très élevé de toxicité bien sûr. C'est la justice qui a dit, c'est le tribunal qui a dit oulala, attendez, pause là, c'est quoi, qu'est-ce que fait l'État là, n'importe quoi, on arrête. Il n'avait évidemment pas dit comme ça, mais donc ce que je trouve aussi, c'est que parfois le droit, nous on sait, il y a plein de fois où on n'a juste même pas été reçu, c'est-à-dire que c'était jugé irrecevable comme plainte, mais même le processus de porter plainte est utile. Si on a porté plainte pour un traité qui protégeait les énergies fossiles, et on n'a même pas au tribunal des droits de l'homme, européen des droits de l'homme, et en fait on n'a même pas encore le jugement, mais juste le fait que 6 jeunes victimes du dérèglement climatique portent plainte contre ce traité, ça fait qu'on a beaucoup entendu parler de ce traité, qui est un scandale, et que du coup c'était plus tenable pour eux politiquement de le soutenir, et donc la France s'est désolidarisée. On a une grande partie des pays européens qui font plus partie de ce traité, entre autres parce qu'il y a une décision de justice qui a été enclenchée, même si elle n'a pas forcément abouti. Donc voilà, le droit peut être un super outil aussi. Et un bon levier d'action, justement. Comment tu as abordé cet ouvrage, justement, pour le présenter quand même, parce qu'il s'intitule « Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective ». Donc ça renvoie déjà à beaucoup de choses, dont celle que tu as évoquée à l'instant, soulèvement écologique certes, soulèvement de la Terre, enfin voilà, il y a... Comment tu as finalement aussi abordé aussi et appréhendé ce livre et son contenu, ce que tu voulais en partager? Alors malheureusement c'était pas un clin d'œil au soulèvement parce que ça n'existait pas encore à l'époque où j'écris ce titre, mais quand j'étais en train de faire ma conclusion, ça venait d'être créé, donc j'ai pu dire quelques mots quand même en conclusion. C'était par rapport à la Boétie qui disait « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Donc c'était l'idée de se soulever, de se lever pour reprendre une forme de puissance. Et c'est un livre que j'ai voulu être l'idée de prendre du temps pour en gagner. Donc je me suis dit, je veux que ce soit un outil pour les gens qui soient au courant ou pas encore au courant, peu importe, mais qui ont besoin d'avoir cette sensation que moi, certains penseurs ou penseuses créent chez moi, qui est de dire « Ah oui, voilà, je sens ça, mais je savais pas vraiment comment le dire, j'avais pas trouvé les mots dessus, et ça c'est exactement ce que je veux dire. Maintenant, je sais que quand je vais pouvoir aller en parler à quelqu'un d'autre, c'était ça mon idée. C'est vraiment comme ça, mettre des mots en fait sur des mots MOX, quoi. Donc ce sentiment d'impuissance, il est hyper présent. Et je vois partout autour de moi des gens qui ont juste l'impression que la chose publique nous échappe. Et que les décisions, encore une fois, sont prises sur nous alors qu'on en est les premières victimes. Donc là, je voulais montrer comment cette impuissance, elle était aussi orchestrée, comment elle arrangeait beaucoup, et comment est-ce que donc il fallait qu'on la refuse. Et refuser cette impuissance, c'est-à-dire refuser un cynisme, quelque part. Refuser l'idée de dire, voilà, de toute manière, voilà, on va faire quoi, là, parce que décide n'importe quoi. Donc de dire non, on doit peser sur... Alors c'est pas évident, hein, mais on doit peser sur ce qui se passe, et il y a plein de moyens de le faire. Est-ce que tu vas participer à ce prochain grand rendez-vous, qui est ce sommet international? On approche de la COP28, qui va démarrer là dans quelques jours. Hein. C'est fin novembre, du 30 novembre au 12 décembre, à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Là aussi, comment tu apprécies un petit peu ce nouveau rendez-vous après 27 passés? Non, j'y vais pas parce que je prends très très peu l'avion, et je le prends vraiment que quand je sais que si je suis là, ça va faire une différence. Là, autant vous dire que je pense que ça ne changera strictement rien, que je sois là-bas ou pas. Donc si ça peut m'éviter d'aller à Dubaï par ailleurs, c'est super. Donc non, vraiment, je pense que c'est pas là que ça se joue, malheureusement. Après, c'est très important, c'est toujours important ces endroits, donc il faut qu'on en parle parce que c'est le premier bilan mondial après l'accord de Paris, donc c'est le premier moment où en fait ils vont dire « Ok, est-ce qu'on est dans la trajectoire qu'on s'était donnée ?» Spoiler alerte, ça risque d'être un non. Mais donc après, ils sont censés se réengager sur concrètement quelles sont les autres trajectoires.
Donc on sait d'avance qu'on sera déçu, mais on y va quand même. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on se dit bon, oui, il y a beaucoup de chances que ça se passe mal, mais pour autant il faut quand même que on mette autour de la table justement ces pétromonarchies, celles qui produisent le plus. Donc c'est important que ces pays-là soient là. Je pense que pour moi, ce qui me choque, c'est pas du tout que ça ait lieu à Dubaï. Je pense que c'est pas ça le problème. Mais plutôt que les lobbies de l'industrie du pétrole soient si présents. Ça, c'est grave. Ça devrait être complètement banni de ces salles de négociation. On a le président de la COP qui est un président d'une compagnie pétrolière, ça n'a quand même aucun sens. Et la délégation la plus représentée de tous les pays qui viennent avec leurs négociateurs, leurs scientifiques, tout ça, c'est la délégation de l'industrie fossile. Donc c'est complètement lunaire, mais pourtant c'est ce qui se passe. Donc voilà, je l'appréhende sans trop d'espoir et en même temps avec exigence, parce qu'il faut quand même que dans ces endroits-là, on aille gratter ce qu'il y a à gratter, quoi. Et des fois, il y a des choses qui se passent. Il y a un contre-sommet, je crois, qui se met en place. Oui. Je ne sais pas si tu as eu Je sais qu'il y en a à à Bordeaux, mais je vais essayer d'y aller. Un contre-sommet scientifique, a priori, pour le climat, par le collectif Scientifique et Rébellion, exactement, qui rejette cette COP28 précisément. Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective, c'est paru aux éditions du Seuil. Merci Camille. Merci à vous. Et bonne continuation. Et bonne radio. Merci.